Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine, chaque nouvel épisode. Donc merci pour ça. N'oubliez pas de continuer à laisser les petits pouces vers le haut ou les petites étoiles dans vos applications de podcast. C'est ainsi qu'on bénéficie d'un meilleur référencement. Dans cet épisode-ci, nous allons parler Game Day. Nous allons jouer avec le cloud. Une fois n'est pas coutume. Et on va voir comment on peut apprendre en s'amusant et en organisant des jeux ou des jeux en entreprise. J'ai le plaisir d'accueillir Olivia Blanchon, qui est consultante en transformation, et Nicolas Pellegrin, consultant cloud, tous deux chez Devoteam Revolve. Merci d'être là, Nicolas et Olivier. Dites-moi, un Game Day, c'est quoi ? Un Game Day, c'est une expérience sur une demi-journée en équipe et collaborative où en fait on va mettre différentes personnes en équipe pour résoudre des pannes. Donc nous, on leur propose d'avoir accès à une infrastructure avec des applis, d'injecter de la panne et on voit comment ils réagissent à une situation dysfonctionnelle pour justement essayer de résoudre ces pannes collectivement. Donc c'est collaboratif, c'est ludique, ça les fait travailler ensemble, ça leur permet d'apprendre aussi pour aller chercher des solutions là où ils les attendaient pas. Donc vous leur donnez une application dans le cloud ou un groupe d'applications. Ça fonctionne au début, vous injectez des pannes et puis ils doivent essayer de trouver l'origine de la panne et la résoudre, j'ai bien compris ? C'est exactement ça, et il y a plusieurs scénarios qui arrivent les uns après les autres. Plusieurs types de pannes sur l'infrastructure ? Exactement. Ça me rappelle un truc que je faisais il y a très longtemps quand j'étais chez AWS en training. On formait les formateurs AWS, ceux qui allaient donner des trainings pour nous, et on avait mis en place avec mes collègues des exercices de debugging, justement. On donnait des labs qui étaient cassés, mais c'était juste un lab. Là, vous le faites vraiment à l'échelle d'une infrastructure, d'une infrastructure d'entreprise, avec plusieurs applications, avec, je suppose, des choses assez complexes. Ça vient d'où cette histoire de Game Day ? Quelqu'un a un historique? Pourquoi vous faites ça? Alors en fait, donc Revolve, anciennement D2SI, organisait des TIAD, donc c'est des événements sur l'automatisation, The Incredible Automation Day. Et en fait, en 2015, Carlos d'AWS, il est venu discuter avec des personnes de chez nous du Game Day et de l'esprit du Game Day. C'est quelque chose qui a beaucoup plu parce qu'en fait, nous on a un peu la vision qu'une infrastructure, une appli, il y a toujours un moment où elle sera dysfonctionnelle en fait. Et le fait de s'y préparer, de savoir gérer ces situations en équipe collectivement, ça nous semblait essentiel et ça nous semblait un super moyen de le faire. Alors que dans pas mal d'organisations, ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt vu comme une erreur, là où nous, on estime que ça arrivera un jour. Donc c'était un bon moyen de s'y préparer et du coup, c'est né un peu comme ça. Côté des D2SI, et c'est un outil qu'on a au fur et à mesure du temps développé sur différentes thématiques pour justement faire en sorte que ça adresse un maximum de sujets. Il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est un message qu'on passe souvent dans nos conférences également. C'est ce que Werner Vogels, le CTO d'Amazon, dit. C'est un système, ça va planter à un moment donné. C'est un acquis. Il y a une chose dont on est sûr, c'est que ça va planter. Donc autant être prêt à répondre à cette panne et pouvoir la diagnostiquer et la corriger. Récemment, il y avait un user group organisé par le user group AWS de Paris avec comme invité Pascal Martin de Bedrock M6 qui avait un talk sur la résilience et qui disait exactement la même chose. C'est si on est sûr d'une chose, ça va planter. Un système distribué, ça fonctionne en mode dégradé tout le temps. Il y a toujours un truc qui marche pas quelque part. Et l'idée, c'est d'avoir une continuité de service en mode dégradé. Donc c'est tout à fait aligné avec cela. Techniquement, comment vous mettez ça en place? Je suppose qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Nicolas, plutôt. Oui, alors on capitalise sur beaucoup de choses qu'on avait déjà en interne. On a globalement deux types de Game Day. On a les Game Day sur étagère qui vont être hébergés chez nous, et après les Game Day plus personnalisés qu'on va aller faire chez le client sur leur infrastructure. Par rapport au Game Day sur étagère, on capitalise sur toute la compétence et la technologie qu'on avait mis en place pour justement les formations en école. Quand on intervient dans une école pour faire des formations AWS, on fournit des comptes AWS aux étudiants parce qu'on s'est vite aperçu qu'on pouvait pas leur demander de mettre leur numéro de carte bleue pour créer des comptes. Et donc, on a toute une infrastructure de gestion de comptes et de nettoyage de comptes à la fin des sessions, puisque bien évidemment, on donne les droits administrateurs aux étudiants quand on vient en école
parce que ça leur permet d'explorer et d'être beaucoup plus réactifs. Et donc, grâce à cette infrastructure qu'on avait déjà, on a pu mettre en place toute l'automatisation de l'installation de l'infrastructure du game day éphémère pour la journée, et derrière toute la gestion des pannes et le panneau de contrôle que moi, en tant qu'administrateur, ou que les autres personnes en tant qu'administrateurs ont, pour piloter justement les scénarios et les pannes. Attends, je vais essayer de mettre ça graphiquement, en tout cas dans ma tête. Donc, il y a une partie qui est un système d'account vending machine, j'ai envie de dire en bon franglais. Oui. Un système qui prête des comptes à AWS pour que chaque équipe ait son compte avec son infrastructure. Évidemment, on va reparler de ça en détail parce qu'il y a 2 points qui m'intéressent là, notamment un lié à la sécurité et le nettoyage également. Il y a un deuxième bloc qui est finalement l'application que vous allez déployer dans ces comptes. Et là, on peut revenir dans les détails aussi des différents types d'applications que vous avez. Et puis, il y a un 3e bloc qui est le bloc contrôle où tu peux injecter des pannes dans une infrastructure. Absolument. Et je dirais peut-être même encore un 4e bloc qui est l'aspect gamification, l'aspect score, leaderboard, etc. Est-ce que c'est correct si je résume à ces 4 blocs-là? Oui, absolument. Après, en pratique, le bloc leaderboard, il est inclus dans ce que j'appelle la control tower, c'est la partie gestion des scénarios. Alors, allons-y sur ces 3 blocs. Donner un compte temporairement à une équipe, qu'est-ce que ça représente au niveau technique, en matière de challenge? Parce que tu as dit, tu veux que les gens soient admin, évidemment, mais je suppose que tu veux garder contrôle de ce compte-là, qui ne prennent pas l'ownership du compte après, et pouvoir le nettoyer. Comment vous faites ça? Alors, le gros challenge chez nous, c'est que pour supprimer un compte AWS, c'est très très compliqué. C'est-à-dire qu'on peut pas juste créer des comptes et les clôturer ensuite parce qu'il faut avoir le mot de passe du compte root, parce que ça prend plusieurs mois et que c'est compliqué. Donc en fait, on a un pool de comptes. On doit avoir une 60aine de comptes AWS qui sont donc juste réservés, qui sont là, mais qui sont réservés et qui sont nettoyés à la fin des sessions. Pour garder le contrôle sur ces comptes-là, même quand les gens sont administrateurs, il y a quelque chose qui nous a beaucoup simplifié la vie ces dernières années, c'est l'utilisation des SCP. Donc les SCP, ce sont les Service Control Policies au niveau des organisations. C'est ça. Juste en 2 mots, l'organisation, c'est un compte maître auquel sont rattachés tous les autres comptes. Et dans ce compte maître, une SCP, c'est une espèce de super policy qui définit ce que les gens, les utilisateurs des sous-comptes peuvent faire. Même si on est administrateur, on sera quand même limité par les SCP. Absolument. C'est un bon résumé? C'est ça, D'accord. absolument. Et typiquement, la SCP, la première chose qu'elle bloque, c'est la suppression du role cross-account qui nous permet, depuis l'organisation, d'accéder aux sous-comptes. D'accord, donc il y a un rôle IAM qui vous permet, vous, de contrôler ce compte-là, et la SCP, elle dit, on ne peut pas effacer ce rôle IAM. C'est ça. Et alors, il faut imaginer que la SCP, c'est relativement récent. C'est des choses qui n'existaient pas il y a quelques années. Il y a 2 ans. Et avant ça, la seule chose qu'on pouvait faire, c'était mettre des boundaries. Donc, des boundary policies sur tous les rôles des utilisateurs. Ce qui était une contrainte technique qui est facilement levée, mais une complexité pour les utilisateurs, parce que typiquement, quand ils créent un utilisateur ou un rôle, on les obligeait à mettre une boundary. Et on avait, c'était source de beaucoup de problématiques de tractation. Donc ça nous a vraiment simplifié la vie, les SCP. Typiquement, depuis maintenant qu'on peut mettre les ressources, qu'on peut cibler une ressource dans la SCP. Ah oui, donc on peut dire tel bucket ou tel rôle voilà. est interdit d'être effacé. Ça, c'est pour la partie sécurité, comment vous gardez contrôle des comptes que vous donnez. Comment vous distribuez ces comptes? Vous écrivez juste, vous créez un user IAM et puis username password sur un bout de papier et c'est tout? C'est plus compliqué que ça? Au tout début, les tout premiers game day, effectivement, on crée des users, on leur donnait des users, on leur donnait une clé SSH pour les game day infra. On est passé à une étape un peu plus industrielle parce que typiquement écrire des mots de passe c'est pénible. On avait jusqu'à début de cette année un système où on distribuait des morceaux de papier, un peu comme pour les game day AWS, on générait des mots de passe de session et la personne s'enregistrait sur la plateforme, donc la plateforme de contrôle que on met en place pour pouvoir récupérer là les vrais access keys, secret keys des utilisateurs AWS et donc atterrir dans le compte. On a eu un nouveau challenge ces derniers mois avec les game days en ligne, puisqu'avec le confinement, il a fallu réfléchir à un moyen de faire des game days 100% en ligne. Et là, on peut plus distribuer des bouts de papier.
Donc on a un nouveau mode qui consiste à avoir un mot de passe global de session et une gestion de salon, un petit peu comme un jeu en ligne, où en fait on va rejoindre une partie, on va atterrir dans une équipe, et là le Game Master va pouvoir valider les équipes et démarrer le jeu une fois que toutes les équipes sont constituées. Valider les participants de l'équipe aussi. C'est ça. Et le dernier aspect sur le compte, après on ira sur les autres parties du Game Day, mais sur le compte j'avais 3 questions. C'était comment vous les distribuez, comment vous les sécurisez et comment vous les nettoyez. Il n'y a pas de service AWS qui efface tout. Il n'y a pas de script qu'on distribue ou de doc, donc vous avez dû développer quelque chose vous-même, je suppose. Historiquement, au début, c'était un projet en interne. On avait commencé à développer un outil de nettoyage, outil qui s'est vite avéré assez complexe et avec une couverture très limitée, puisqu'on s'occupait principalement que du service EC2, même s'il y a quand même beaucoup de choses. Très vite, on s'est aperçu qu'on pouvait pas suivre tous les services AWS. Et que malheureusement les gens avaient envie d'utiliser les nouveaux services AWS parce qu'ils étaient bien et qu'ils avaient envie de les essayer. Donc on est passé sur un autre outil qui est un outil open source qui s'appelle AWS Nuke, qui est un peu plus bourrin, si je peux m'exprimer comme ça. L'outil qu'on avait développé, on essayait de regarder les dépendances, de détacher les subnets avant de supprimer la passerelle Internet, par exemple. Oui, dans le bon ordre. L'outil open source qu'on a sélectionné, alors ça a été le travail d'un de mes stagiaires l'année dernière, en fait, il s'occupe pas de tout ça. Il essaye de supprimer tout ce qu'il peut. Et si ça marche pas, il réessaye. Et forcément, au bout d'un moment, il finit par détacher les liens et couper les branches. C'est l'approche Shadok, on pompe. C'est ça. Mais alors, sur le papier, ça paraît surprenant, mais c'est relativement efficace. Et en une dizaine de minutes, on a parcouru tout le compte. Il réessaye, mais pas dans le même ordre, évidemment, parce que s'il est bloqué, ça veut dire qu'il est bloqué par une autre ressource, donc il faut d'abord attendre que cette ressource... Si, justement, il réessaye dans le même ordre. En fait, on peut pas créer de dépendance cyclique avec les ressources AWS. Et quand bien même on le ferait, de toute façon, il y a un moment où il y a un détache Internet Gateway, où il y a une brisure de lien. Donc en fait, il réessaye 3-4 fois jusqu'à ce que les opérations de détachement et de désassociation soient passées. Et à ce moment-là, les opérations de suppression vont finir par fonctionner. Et c'est pas très long. La preuve, c'est que ça tourne dans des lambdas. AWS Nuke en open source, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Deuxième partie, le jeu lui-même, vous déployez une application ou plusieurs applications. C'est quoi une infrastructure typique? Alors, je suppose que ça dépend des game days, évidemment, mais vous avez quoi? Un gros Terraform, un gros CloudFormation qui déploie une infra? Alors, on a 4 game days, mais c'est la même chose, en fait, puisqu'on a développé un framework qui nous permet d'avoir le même système de contrôle et potentiellement après plusieurs infrastructures étudiants, ça va être un peu à la demande. L'infrastructure étudiant, ça va dépendre des game days. Sur le game day serverless, ça va être surtout les lambda. Sur le game day infra, ça va être des machines EC2. Sur le game day sécurité, ça va être des règles config, des buckets S3, des machines EC2, des rôles. Il y a une vraie application qui fonctionne au moment où les joueurs prennent la main sur Bien sûr, l'idée c'est de leur fournir quelque chose, même si c'est un peu une démo, quelque chose qui fonctionne. Alors après, ça peut être plus ou moins marqué sur les game day. C'est particulièrement marqué dans le game day serverless, puisque en fait on leur fournit une application qui marche pas, qu'ils doivent d'abord corriger. Et ensuite, on enchaîne des pannes dessus. Mais l'erreur, les erreurs, les pannes sont toujours au niveau infrastructure. C'est pas de l'erreur applicative, donc genre des bugs dans le code de l'application. Il y a les deux. Alors après, je peux pas vous révéler tout ce qu'il y a dedans, parce que sinon, nécessairement, les gens qui écouteront ce podcast auront un avantage quand on viendra jouer les game days chez eux. Mais il y a les deux. On insère aussi des bugs dans les applications. Enfin, moi, ça me fait marrer parce que c'est toujours très rigolo de voir les gens voir l'application qui se met à répondre n'importe quoi et pas comprendre pourquoi. C'est ton côté sadique. Je crois qu'il faut avoir un petit côté sadique pour être game master, oui. Mais donc, non, j'essaie juste plutôt de comprendre la complexité de l'environnement. On parle de quoi? D'application server, de base de données, dont plusieurs VPC. Est-ce qu'on est en multi-région? Enfin, voilà. Quelle est la complexité de l'infra qu'on reçoit? Alors, on est en monorégion sur la totalité de nos game days, puisqu'aujourd'hui c'est pas des choses qu'on a exploré les game days multi-régions. Et après la complexité, ça va dépendre des pannes. Typiquement
l'avantage d'avoir un game master qui peut réagir en fonction de son public, c'est qu'on va peut-être pas jouer toutes les pannes pour tous les publics. On a des choses assez simples côté infrastructure, voilà, le réseau qui tombe, des ports qui sont fermés, et on va avoir des choses peut-être plus poussées, plus détaillées sur des bugs dans le code ou des choses un peu tordues qui arrivent réellement dans dans l'infrastructure AWS. Dans la vraie vie. Par exemple, il y a beaucoup de pannes que j'ai ajoutées dans le game day serverless qui sont en fait des erreurs qui me sont arrivées quand je codais le game day. Donc je passe 1 heure à débugger, mais pourquoi ça marche pas au niveau des droits d'accès? Ah ben oui, mais parce que j'avais pas mis le bon numéro de compte dans la policy. Ah ben tiens, ça fait une bonne panne ça. Tu peux donner j'ai bien compris que tu veux pas dévoiler les pannes exactes que tu injectes, mais un exemple concret de panne. Tu as parlé d'une panne réseau par exemple. Voilà, ça je crois que c'est un exemple simple que tout le monde peut comprendre. Une panne réseau simple, je détache la passerelle internet. Tu détaches la passerelle, la gateway? Ouais, l'internet gateway. Ah oui, donc tout d'un coup, il n'y a plus rien. Le PC se retrouve sans connectivité Internet. Il y a encore la connectivité interne, mais plus de connectivité interne. D'accord. Moi, j'imaginais d'autres choses. Enfin, je suppose que tu les as aussi, de changer des règles dans des security groups, oui. De changer des tables de routage. Globalement, tout ce qui peut vous arriver en production, on l'a mis dans le game day parce que c'est aussi les expériences qu'on a de choses qui peuvent merder en production. Et alors, c'est un bon segue sur la troisième brique, qui est la brique Game Master. C'est toi le Game Master. Enfin, c'est quelqu'un qui gère le... Et donc, tu as une espèce de console devant toi où tu appuies sur un bouton et tu injectes des pannes. C'est ça. C'est cool, Alors, historiquement, en fait, on avait des scripts qui faisaient ça. La problématique, c'est que les Game Masters devaient avoir un post préparé ou avoir un Docker, c'était compliqué. Et maintenant, on a une application web en self-service où je clique sur un bouton sur mon PC et je vois des gens râler à l'autre bout de la pièce. Et techniquement, c'est quoi qui se passe quand tu appuies sur le bouton? C'est une lambda qui se déclenche et tu vas changer quelque chose sur un compte donné. Je suppose que tu peux contrôler sur quel compte ça va s'exécuter à ce moment-là. Donc, pour quelle équipe? Est-ce que c'est plutôt par Terraform ou CloudFormation? Comment ça marche? Alors, le site, c'est un site web. Donc quand je clique, ça déclenche une lambda derrière une API Gateway et la lambda va déclencher la lambda de scénario et derrière c'est du code qui s'exécute. On voulait avoir cette notion de code pour avoir en fait toutes les API possibles et surtout pouvoir s'adapter à ce que l'étudiant a potentiellement fait dans le compte. Si on appliquait un Terraform ou un CloudFormation pour la panne, on a le risque que le Terraform ne marche pas parce que l'étudiant a renommé des ressources ou ce genre de choses. Tandis que quand on exécute du code, le code peut se débrouiller pour retrouver la ressource correspondante et la détruire. Mais enfin, bon, je suis quelqu'un qui a assez l'habitude de débugger des infrastructures AWS, oui. Puisque comme toi, je développe des trucs et donc ça marche pas, et quand ça marche pas, on cherche. Si je participe à un game day en parlant avec toi, la première idée que j'aurais, moi, c'est d'activer CloudTrail et de prendre les logs CloudTrail en permanence pour voir ce qui a changé dans mon infrastructure. On peut dire ça dans le podcast? Oui, alors on peut dire ça dans le podcast. En fait, on donne pas accès à CloudTrail. C'est la première chose qu'on bloque. Alors c'est un peu dommage parce que c'est un outil de débugage comme tous les autres, mais c'est vrai que c'est un peu trop facile, en tout cas pour les gens qui connaissent CloudTrail, qui ont l'habitude de faire ça. S'ils ont accès à CloudTrail, globalement quand l'alerte intervient, c'est-à-dire au bout de 1 ou 2 minutes, ils vont savoir exactement ce que j'ai fait, en tout cas pour les parties infrastructure. CloudTrail, pour ceux qui nous écoutent, c'est un mécanisme de log qui log tous les appels d'API faits sur votre compte et qui dépose ça dans un fichier sur S3. Donc il suffit, entre guillemets, parce que c'est un gros fichier, de lire ce qu'il y a dans ce fichier et on saura qui a appelé, quel rôle. Il suffit de chercher sur le rôle de la lambda de contrôle qui a appelé et quel API a changé, et donc on sait ce qui a changé. Oui. Après, il y a certains game days où on pourrait potentiellement leur laisser CloudTrail parce que c'est des pannes qui vont se passer dans les machines EC2, par exemple. Donc les configurations Apache qu'on détruit, par exemple, dans une machine EC2, on le verra pas dans CloudTrail. Effectivement, s'il y a de l'infrastructure classique et que tu vas nuker, pour reprendre ton terme de AWS Nuke, la config de Nginx ou d'Apache, ça se verra pas dans CloudTrail parce que c'est pas un appel d'API fait à AWS. Tu calcules des scores également, donc il y a un aspect jeu. Comment tu distribues les points? Oui, alors l'aspect jeu, c'était quelque chose qui était très important parce que ça permet
d'avoir les équipes toujours en haleine et aussi ce petit côté compétition. Aujourd'hui, les points, ils sont calculés au carré du nombre de services qui marchent. C'est-à-dire que si vous avez 4 services qui fonctionnent, donc 4 off-check, vous avez 16 points à chaque fois que le système de score passe, et il passe en permanence, je pense, toutes les 10 secondes de mémoire. Donc il y a toute une machinerie de calcul de points derrière avec des step functions, avec des lambda qui poussent tout ça dans une base DynamoDB pour l'affichage côté participant et côté game master. Ça dure combien de temps un game day ? C'est variable et c'est adaptable puisqu'on n'est pas obligé de jouer toutes les pannes. Ça peut aller d'une petite heure à 3 heures selon aussi la vitesse des équipes. Donc tu as parlé d'équipes, on a parlé de différents types de pannes, réseau, applications, etc. Donc ça demande des compétences différentes. Donc c'est quoi une bonne équipe ? C'est quoi les qualités pour former une équipe gagnante ? Ça va dépendre des game days, mais globalement une équipe gagnante, c'est une équipe qui communique bien. On n'a jamais tous les mêmes compétences, et même dans une équipe pure dev, il y a des gens qui vont être peut-être un peu plus réseau que d'autres. Avant tout, il faut se parler. Parce que moi, devant ma console AWS, je vais peut-être avoir l'interface Lambda ouverte et je vais pas aller voir l'interface IAM. Donc il faut se parler, il faut communiquer. Quelque chose qui est relativement facile quand les gens sont autour d'une table, quelque chose qui est très compliqué quand les gens sont à distance, et c'est des choses qu'on va expérimenter prochainement, puisque on va bientôt avoir des game days 100% à distance. En ligne. Alors, oui. Sans présence physique. Dernière chose avant de venir sur l'aspect plus business et comment ça peut s'intégrer dans l'éducation, dans comment on dit ça, le team building des équipes. On a parlé de 4 types de scénarios que vous offrez pour le moment: infrastructure, sécurité, data, serverless. Est-ce que ce sont les mêmes compétences des équipes qui participent à ces différents game days ? Alors c'est pas toujours les mêmes compétences. Globalement, tout le monde peut tout faire. Après, c'est une question d'appétence. Les game days serverless vont plutôt adresser les personnes qui sont dev ou gestion d'applications. Les game days sécurité, globalement, ça s'adresse à tout le monde. Tout le monde doit être capable de savoir comment sécuriser une application, quelles sont les métriques, comment fonctionne le config. Les game day infra, ça va être plutôt, on va dire, pour les gens qui font de l'infra. Et les game day data, on va s'adresser aux on va dire data engineer, donc aux gens qui vont monter des systèmes data dans AWS. Donc là, le type d'application, c'est des ETL, c'est du data warehouse. C'est ça. Alors après, j'ai pas tous les détails parce que j'ai moins participé sur le game des data, mais oui, c'est globalement les outils de data qui sont dans AWS. Alors on a parlé, évidemment, il y a l'aspect apprentissage, parce que quand on débug quelque chose, on doit fouiller, on doit connaître, on doit comprendre. Il y a un aspect team building aussi. J'ai fait plein de team building dans différentes sociétés dans ma carrière. Parfois, c'est assez ennuyant, pour ne rien dire. Là, ça pourrait être, pour des techniciens en tout cas, ça pourrait être un chouette moyen de faire un team building plutôt que jouer avec des châteaux gonflables ou des choses comme ça. Olivia, comment ça s'intègre un game day dans une entreprise ? Pourquoi les entreprises vous demandent de faire des game days, d'organiser des game days ? Alors déjà, ça adresse complètement la partie d'apprentissage en faisant par la pratique, puisque dans le game day, on allait maintenant du début à la fin. Donc c'est aussi un bon moyen d'accentuer ce qu'on connaît et de développer un apprentissage quasiment en situation. Je dis quasiment puisqu'évidemment, quand on reproduit un environnement, on a les sensations d'une situation de crise, mais dans un environnement sain. Donc en fait, ça permet vraiment de travailler cette partie-là, qui est pas toujours évidente dans ce qui est proposé actuellement. D'avoir des terrains de jeu pour explorer, pratiquer quasiment avec des choses qui sont quasiment proches du réel, c'est pas forcément les modes d'apprentissage qu'on retrouve de manière traditionnelle aujourd'hui dans les entreprises. Donc ça apporte cette partie-là. Et puis au-delà de ça, c'est un super moyen pour les entreprises de pouvoir travailler, on va dire le côté collaboratif, puisque au-delà de l'apprentissage technologique, les personnes vont apprendre à gérer une crise ensemble avec des profils qui vont être variés, différents. Et du coup, on apprend à gérer ses émotions dans les situations de crise,
Nous, on propose en plus des scénarios qui peuvent être des fois un petit peu vicieux, on va dire. Donc, ça permet aussi d'aller là où les personnes n'attendent pas. C'est vraiment un format jeu de rôle. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui participent, ils se lancent dans le jeu. En fait, ils sont vraiment dedans. Et du coup, ils ressentent ce qu'ils pourraient ressentir en situation de crise. Il y en a qui peuvent s'engueuler. Il y en a qui peuvent aller. C'est vraiment un format qui fait vivre des émotions fortes et qui permet de voir comment les équipes travaillent ensemble. Donc, on a beaucoup parlé des profils plutôt techniques, mais c'est assez chouette quand dans ces moments-là, il y a aussi des profils un peu moins techniques, plus fonctionnels, des chefs de projet ou même des managers, parce qu'ils se rendent compte de comment se passe la résolution de crise et comment les équipes travaillent ensemble et peuvent collaborer. Et au-delà de ça, comme tu le disais, sous le format team building, donc c'est sympa, on apprend. Et en plus de ça, quand on ressort, on a pu créer aussi des liens et des modes de travail qu'on va savoir reproduire le jour où ça arrivera réellement en prod. Oui, j'étais en train de réfléchir sur l'aspect diversité de l'équipe et t'as anticipé ma question, en fait, de voir s'il y avait des avantages à mettre des gens peut-être un peu moins près de la technique dans une équipe, et la réponse est clairement oui. Est-ce que suite à un game day, ça déclenche des actions, au moins des réflexions, mais si possible des actions auprès des entreprises qui se sont dit tiens, on va changer ça, on va changer telle manière, ça peut être technique de monitorer quelque chose, de rapporter des alertes, ou telle structure d'organisation, de communication au sein de nos équipes? Ouais, tout à fait. Nous, ce qu'on a pu observer, surtout sur les game days qu'on appelle game day contextualisés, où là, on va avoir tout un travail préparatoire pour reproduire l'environnement du client et du coup injecter des pannes sur leur propre environnement qu'on aura reproduit, pour évidemment ne pas le faire en prod, mais qu'ils aient le contexte équivalent. Et là, on se rend compte qu'en fait, ils apprennent énormément de leur propre infrastructure. Et souvent, ils se rendent compte de choses dont ils n'avaient pas forcément conscience ou qu'ils avaient laissé un peu sous le tapis, et ça permet de reprioriser, ça permet de se dire ah oui là on sait comment aussi appliquer le correctif, on sait comment le faire, et ils repartent sur ce type de sujet assez facilement avec une petite to-do d'action immédiatement applicable. Donc sur les game days contextualisés, c'est des choses qu'on retrouve, qu'on a pu vivre auparavant, ouais, tout à fait. Et on ne peut pas parler game day et injection de panne sans parler chaos engineering. J'ai un collègue qui est spécialisé dans le chaos engineering, c'est Adrian Hornsby, et je vous renverrai vers son blog dans les notes du podcast. Mais le chaos engineering, l'idée c'est d'injecter de façon contrôlée et maîtrisée des panne dans le système de production. Cette fois, on ne parle plus d'un environnement de jeu, pour voir justement comment les équipes réagissent et peuvent détecter, à quel point elles peuvent détecter la panne, et pour voir également comment l'architecture du système résiste à une panne temporaire et continue de fonctionner ou pas en condition de panne. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez aussi avec vos clients? C'est comment aller plus loin et comment de faire d'un événement ponctuel pour des raisons de training, de team building, comment transformer cet événement en une excellence opérationnelle qui serait répétable dans le temps, une bonne habitude à prendre en matière d'opération? Ouais, tout à fait. L'idée, c'est que déjà, ils en aient conscience. Je pense que nous, c'est le gros message qu'on veut faire passer aussi à travers ces game days. Et le fait de le vivre, ça leur fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et le game day, ça peut s'utiliser de différentes manières, mais de l'avoir de manière répétée, ponctuelle, c'est quelque chose qui est intéressant aussi pour habituer les équipes à, on va dire, à créer leur stratégie de préparation en cas de crise. Donc c'est des choses qui sont intéressantes de faire de manière régulière. Sur la partie contextualisée, où là on recrée une application et une infra du client, c'est un super outil aussi qui peut être utilisé avant que l'application passe live, pour justement se préparer à, une fois que ça sera en prod, la prise en main justement de l'application. Donc ça, c'est un super outil en amont, mais aussi au bout de quelques mois d'usage, où là on commence à accumuler de la dette technique, et du coup ça peut montrer certaines fragilités et les reprioriser derrière.
C'est un sujet passionnant, j'en parlerai pendant des heures, mais on arrive doucement à la limite de temps qu'on se fixe pour ce podcast. Si je veux assister à un Game Day, quelles sont mes options? Qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, nous contacter, tout simplement. Non, mais j'ai cru comprendre que vous en organisez en ligne, donc il doit y avoir une page web que je mettrai dans les notes du podcast. Les Game Day en ligne sont ouverts à tout le monde ou c'est en ligne pour une entreprise donnée, pour un client donné? Alors, en fait, on fait des Game Day spécifiques pour des entreprises. Donc, si demain vous voulez organiser un Game Day, que ça soit au niveau d'une équipe ou pour un événement plus large, puisque c'est des événements, on peut avoir entre 10 et 100 personnes. Nous, après, on s'adapte aussi en fonction de ça. Ça, c'est dédié pour vous. Ça peut être en présentiel ou maintenant que ça va être bientôt à distance, c'est possible. Et après, on joue aussi les Game Day sur des événements, comme Nicolas là le prépare sur CloudWest. Et là, c'est des événements qu'on a pu, des Game Day, on a pu aussi les tester dans le cadre de meet-up ou d'événements étudiants. On pouvait avoir des publics variés et pas venant uniquement d'un même horizon. Ah oui, CloudWest, la conférence qui est en ligne évidemment cette année. De tête, c'est le 18 juin. Donc si vous écoutez ce podcast avant le 18 juin, je vous mets le lien sur le site web de CloudWest où vous pouvez vous inscrire pour le Game Day qui sera organisé. À cette occasion, là, on sera en concurrent, je crois, parce que moi, j'ai un workshop à CloudWest aux mêmes heures. Donc, je pourrais pas participer à ce Game Day, mais je me débrouillerai pour en trouver un autre. Donc, dans des conférences, sous forme d'événements en événementiel également. Toutes les notes seront dans les notes du podcast, comme d'habitude, juste en dessous dans votre application, avec les liens que vous pouvez cliquer pour aller en apprendre plus sur le Game Day, sur le Chaos Engineering, sur les solutions mises en place et sur les différents services dont nous avons parlé. Nicolas, Olivia, merci d'avoir passé un peu de temps avec nous aujourd'hui et nous expliquer ce que c'est qu'un Game Day. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Thank you.